Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le 1er janvier dernier, la taxe Netflix, comme on l'appelle, est entrée en vigueur. Il ne s'agit pas d'une taxe particulière, mais plutôt d'une obligation pour les entreprises étrangères qui fournissent des services en ligne de contribuer à l'économie québécoise. Comment ? Par la taxe de vente du Québec, la TVQ, qui sera fixée à 9,975%. C'est une initiative du précédent gouvernement libéral que le premier ministre François Legault a conservée. Le Canada, lui, n'exigera pas de Netflix la perception de la TPS, la taxe fédérale sur les produits et services. Il a plutôt passé une entente avec l'entreprise américaine qui a beaucoup fait jaser ici. La compagnie Netflix s'est engagée à investir 500 millions de dollars sur 5 ans dans les productions au Canada. Mais des questions subsistent. Est-ce que Netflix doit créer du contenu canadien ou seulement produire du contenu en sol canadien? Et qu'en est-il du contenu francophone et québécois? Entre le 13 août et le 12 octobre dernier, seulement 10 productions du Québec, films et téléséries, étaient disponibles pour les abonnés de Netflix du Canada. Le Conseil de la radio-télévision canadienne, le CRTC, a annoncé la nécessité d'adapter le domaine de la télévision canadienne pour faciliter le changement technologique qui est déjà présent au bout de nos doigts. Le CRTC parle toujours de réglementer les services de visionnement en ligne et de les assujettir au système de production canadien. Mais il fait la part belle à plus de flexibilité aux ententes négociées avec chaque acteur ou chaque compagnie. Au Québec comme ailleurs, la consommation médiatique et culturelle s'est modifiée avec l'arrivée d'Internet. Aujourd'hui, ce ne sont plus les créateurs et les producteurs qui récoltent tous les gains de leurs œuvres, mais plutôt les diffuseurs de contenu en ligne, ces nouveaux intermédiaires peu liés par les mesures fiscales et les règlements des États. Voilà un peu ce que vient changer cette taxe Netflix. Le Québec n'est pas isolé d'ailleurs dans ce mouvement d'imposition des GAFA, des Google, Facebook et autres géants d'Internet. Le gouvernement français va présenter d'ici fin février un projet de loi qui va dans ce sens. L'adoption de cette taxe Netflix ne risque pas de changer énormément notre consommation en ligne. Puis ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours regarder Black Mirror. Cette taxe pourrait toutefois apporter de louables redevances pour soutenir notre économie locale et culturelle. Si cela fonctionne, cela sera profitable au Québec. Restez là, nous vous expliquons tout de suite comment. Pour parler de la taxe Netflix et de ce qui va changer au Québec, je suis en compagnie de Destiny Chewali, directeur de l'Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique, Horizon, et président de la Société Internet du Québec, la ISOC Québec, section québécoise de l'Internet Society, et aussi professeur de communication internationale au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Et je suis en compagnie de Pierre Trudel, professeur titulaire au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l'Université de Montréal et chroniqueur pour Le Devoir. Bonjour. Oui, bonjour. Professeur Chewali, le géant américain a annoncé une hausse de ses tarifs au Québec, évidemment en raison de la perception de cette TVQ à 9,975%, comme tout Spotify aussi. Est-ce que ça risque de faire boule de neige? Est-ce qu'on risque de payer ça plus cher? Est-ce qu'on risque de se détourner ou il n'y a pas d'inquiétude? Je pense que évidemment ces plateformes-là, ce qu'il faut souligner avant tout, c'est qu'elles sont rendues un peu incontournables dans l'offre qu'ils proposent, dans l'offre de contenu culturel qu'ils proposent, et qui fait en sorte donc que les utilisateurs se retrouvent un peu, je ne veux pas, attachés à leur service, et c'est pas ce genre d'augmentation qui peut-être entraînerait un mouvement de demain de désabonnement massif à ces plateformes-là. Donc il y aurait toujours un intérêt, et les consommateurs se dirigeraient toujours, enfin sont fidélisés, hein, ils ont leurs habitudes, c'est rentré dans leurs habitudes de consommation culturelle. Par contre, ce à quoi il faut faire attention, c'est justement, et le professeur Trudel le soulignait tout à l'heure, c'est que on est dans un rapport de force qui fait en sorte que justement ces plateformes-là
sont en train de privatiser un peu le web, en se constituant un peu sous forme d'oligopole de l'internet, et que là le père fondateur même du web le disait l'année dernière dans une lettre ouverte, Tim Berners-Lee, en disant le web est menacé justement par le fait que ces poignées de plateformes essaient d'imposer leur dictat, leur logique, et nous on est en face de devoir faire des choix de société pour préserver notre souveraineté culturelle, pour valoriser justement l'accès à nos contenus, puisque là, même si beaucoup de Québécois ou de Canadiens se désabonnent des médias classiques pour aller vers consommer par exemple le contenu via ces plateformes-là, il faudrait peut-être s'assurer qu'on leur propose au moins ou qu'on leur offre aussi des contenus de chez nous d'ici dans lesquels ils peuvent s'identifier. Oui, pour avoir la pluralité finalement de ces contenus-là. Les normes, vous avez raison, sont imposées donc par les grosses compagnies du web, les GAFA. Là, ce sont elles qui décident via les algorithmes ce qui se partage, ce qui se voit, ce qu'on écoute finalement. Mais ce ne sont pas elles qui produisent le contenu et ce ne sont pas elles qui le financent. Il y a comme une dichotomie entre les deux, professeur Trudel. Mais c'est ça qui est caractéristique des plateformes sur Internet, c'est que on a laissé s'installer des modèles d'affaires dans lesquels des entreprises perçoivent la valeur sans pratiquement investir dans le contenu. On a laissé faire ça au nom d'une béate ou je dirais une insignifiante béatitude devant ça. On était tellement fascinés par Internet et tout ce que ça a de merveilleux qu'on a oublié de se souvenir que produire du contenu de valeur, ce n'est pas gratuit. Produire des œuvres originales, ce n'est pas gratuit. Et on a oublié ça dans les politiques publiques de plusieurs pays, en particulier au Canada, où ça a été particulièrement pathétique, finalement. On avait des ministères, il y a 20 ans, qui réfléchissaient sur les politiques de communication. Ça a été aboli. Faut vous dire les choses telles qu'elles sont. Ça a été carrément démantelé. Et donc, par conséquent, on a oublié ça et on a laissé les plateformes gouverner à notre place. Et donc, forcément, il y a un rattrapage à faire. Oui, monsieur Tchewali, je vous vois hocher de la tête. Vous partagez donc. Oui, absolument. C'est-à-dire que on est effectivement rendu maintenant à un point critique qui fait que on ne peut plus laisser faire justement si on veut garantir un minimum justement la survie et la pérennité justement de nos systèmes culturels et médiatiques. Et il y a une asymétrie réglementaire. On sait que ces plateformes-là, par exemple, ne contribuent pas au financement de la production canadienne via le Fonds des médias du Canada. Ça, c'est une autre forme d'inéquité sur lequel il va falloir réfléchir dans un cadre dans le processus actuel de révision de nos lois et règlements. Donc absolument, c'est le moment plus que jamais d'y penser, surtout quand on voit le signal fort qui est envoyé par exemple par l'Europe. Oui, le Québec n'est pas la seule à vouloir légiférer contre les GAFA de ce monde. Là, la Saskatchewan a rejoint le Québec et impose donc une taxe aussi aux géants américains d'une taxe de 6%. Cette mesure, l'imposition via la taxe à la consommation, montre que cela est peut-être possible de reprendre du pouvoir face à ces géants du web. Mais est-ce qu'on va dans la bonne direction avec cette taxe? En fait, la taxe de vente, c'est une sorte de minimum, dans le sens que tous les biens et tous les services à tout sympathique sont l'objet de ce type de taxe. Et donc, je dirais qu'on ne fait pas même un grand progrès. On fait simplement ramener les choses comme elles auraient dû toujours être, c'est-à-dire que chacun paye son dû. Donc, la taxe pour les services offerts par une entreprise, les biens offerts par une entreprise devraient être taxés de façon égale pour chacun des offreurs de services. Et donc, on ne fait que du rattrapage ici. Cela dit, bien sûr, il y a tous ces enjeux beaucoup plus considérables qui consistent à se demander comment faire pour réinsérer dans le circuit de la production des contenus les dollars que vous et moi, que tout le monde consacre à notre consommation culturelle ou d'information. Alors ça, c'est effectivement un très grand défi.
En Europe, on a sorti depuis déjà quelques années du coma à cet égard, et il y a eu un certain nombre d'initiatives, il y a eu des réflexions, et ça indique le type de pistes qui sont susceptibles d'être empruntées au cours des prochaines années pour justement rétablir les équilibres. Oui, professeur Chewali, vous le connaissez bien, le marché européen et français. Comment ça se passe là-bas? Comment ils peuvent nous inspirer peut-être pour... Ce qu'on voit effectivement en Europe et qui est quand même impressionnant avec le nombre d'États membres de l'Union européenne, c'est qu'ils arrivent quand même à se concerter et à essayer d'aller de l'avant sur cette question d'encadrement réglementaire des plateformes. Alors, ça a commencé par la Commission européenne qui a mené un certain nombre d'enquêtes et même aller jusqu'à l'étape de sanctions vis-à-vis des plateformes comme Google qui sont expertes en optimisation et évasion fiscale. Les discussions sont toujours en cours. Il y a des pays comme la France, l'Italie et l'Espagne qui essaient même l'Allemagne aussi, qui essaient donc de se concerter pour essayer d'avoir, je veux dire, des mesures qui soient un peu cohérentes et qui permettent quand même de justement ne plus assister à ce laisser-faire là qu'on a. L'Espagne, par exemple, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais très récemment, ils sont allés de l'avant avec la question des 3% imposés, la fameuse taxe Google, là, donc 3% aux revenus des plateformes comme Google, mais pas n'importe quel type de revenus. Là, on est déjà à un niveau plus avancé encore qu'au Québec. Là, on parle des revenus associés à la publicité ou à d'autres types de transactions que ces plateformes-là appliquent. Et donc, cela démontre quand même qu'il y a moyen de pouvoir manifester sa souveraineté numérique en essayant d'encadrer un minimum les activités de ces plateformes-là et justement de réparer certaines inéquités, notamment par rapport à des entreprises nationales ou locales qui proposent des services similaires. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Mettons-nous en mode solution, justement. Le gouvernement donc a tout de même un rôle essentiel à jouer pour soutenir la production, la distribution et la promotion de programmation québécoise et canadienne. Pour l'instant, le gouvernement fédéral a privilégié une entente de contenu à une taxe fédérale, contrairement au Québec. Comment financer la production du contenu là, canadien et québécois qu'on aimerait qu'il se retrouve en ondes? Professeur Trudel, allez-y. C'est vrai qu'au Canada, on a eu, historiquement, on a innové très souvent dans ce domaine. Si on remonte un peu dans l'histoire, on constate que à chaque époque, les médias ou les entreprises qui tiraient des revenus du temps d'écoute ou de l'attention que les Canadiens consacrent à leur consommation culturelle étaient d'une manière ou d'une autre appelés à contribuer, appelés à réinsérer dans le circuit de la production une partie des revenus qu'ils touchent de façon à précisément assurer un véritable choix aux Canadiens. Puisque pour qu'il y ait un véritable choix, il faut qu'il y ait des productions qui émanent de la créativité canadienne, des productions qui ne sont pas toujours susceptibles d'émaner là du libre ou du prétendu libre fonctionnement du marché. Donc, il faut un mécanisme pour assurer des corrections nécessaires. Et finalement, c'est à ce type de tâches que les gouvernements commencent au Canada à s'atteler. Vous avez identifié deux façons de le faire, par la fiscalité, mais il y a toutes sortes d'autres mécanismes qui peuvent être envisagés pour obtenir justement ce réinvestissement dans la production. Cela dit, il y a des solutions qui sont moins praticables que d'autres. Par exemple, on imagine mal
revenir à une époque où on supprime, où on interdit l'accès à des contenus de l'étranger ou des choses de cette nature. Il faut savoir vivre dans un univers où l'information circule avec un minimum d'entraves, et je crois que la plupart des gens ne sont pas prêts à tolérer que les autorités entravent la circulation de l'information. Professeur Chewali, en mode solution, là, est-ce que l'Internet peut devenir justement ouvert, libre, neutre, accessible au plus grand nombre et à la fois permettre de soutenir et de donner cette visibilité à une culture nationale et aux artisans et à la diversité culturelle? Alors, je pense que la question est oui, parce que il y a effectivement un équilibre à trouver à un moment donné pour à la fois concilier le rêve des cyberlibértariens et les pionniers inventeurs du web et qui le perçoivent encore comme un outil justement qui de par son architecture reste libre, ouvert et décentralisé, et qui rejoignent en même temps des principes tels que le respect, la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et là, je pense qu'il y a un aspect qui doit être vraiment prise en compte et qui parfois est un peu occulté dans les débats qu'on peut avoir au niveau même international lié à la gouvernance internationale d'Internet. C'est vraiment toute cette problématique des algorithmes qui justement décident, orientent le choix des contenus aux utilisateurs, et il y a un effort à faire, et là aussi peut-être qu'il faudrait actionner des leviers réglementaires dans ce sens. On l'a vu en Europe avec les 30% d'œuvres européennes imposées à Netflix. C'est une piste, c'est un moyen comme d'autres. Mais ce qui est important de faire, c'est qu'on ne peut plus rester inactif par rapport aux possibilités, aux moyens qu'on a en tant qu'État, je veux dire, de trouver un moyen de mettre en avant, de favoriser, pas juste à travers des politiques d'exportation de nos contenus, mais aussi à travers un soutien beaucoup plus ferme et plus affirmé qui permettrait d'agir sur ces plateformes-là pour qu'elles puissent davantage valoriser, mettre en avant les contenus locaux, notamment dans les pays où ils proposent le service, là. Oui, et ça serait le rôle du CRTC, la SOCAN peut-être aussi. Le CRTC, justement, a rendu public son rapport au gouvernement Trudeau pour la réforme de la réglementation de la radio, la télé, les télécoms, tandis que les câblo-distributeurs et le gouvernement fédéral soutiennent une déréglementation plus large. Le CRTC maintient la nécessité de réglementer ce domaine-là. Comment se dessine l'avenir? Qu'est-ce que c'est réglementer, en fait? Au fond, c'est déterminer quelles sont les obligations des entreprises, qu'est-ce qu'elles ont le droit de faire, qu'est-ce qu'elles sont obligées de faire. Et donc, il y a toutes sortes de mécanismes qui peuvent être utilisés. Dans les univers en réseau, on constate que la réglementation la plus efficace, c'est celle qui génère des risques pour les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises soient conscientes qu'elles ont plus à perdre qu'à gagner, à ignorer la réglementation. Parce que, forcément, il se trouve que plusieurs des entreprises très actives sur le web n'ont pas de présence physique sur le territoire. Et donc, il faut trouver d'autres façons de visibiliser les risques pour ces entreprises. Et ça se fait. Contrairement à la croyance populaire, les entreprises qui agissent sur Internet sont réglementées et respectent les lois nationales. Parfois, on le constate même dans les lois les plus liberticides. On a vu récemment qu'une entreprise comme Netflix est soumise à la loi d'Arabie Saoudite, qui n'est pas exactement un modèle de droit à l'égalité et de démocratie, mais l'entreprise, j'imagine, perçoit, à tort ou à raison, qu'elle a un risque important à ignorer la réglementation. Alors, ce que ça dit, en fait, c'est qu'il faut que les États se tiennent debout et disent, ben voilà, c'est comme ça que les règles du jeu fonctionnent chez nous. Et dans la mesure où c'est légitime, dans la mesure où c'est acceptable et que c'est conforme aux préceptes démocratiques, ben il n'y a aucune raison pour que les entreprises choisissent de demeurer hors la loi. Et donc, il faut se débarrasser de cette croyance inexacte à l'effet que parce que c'est sur Internet, les États ne peuvent pas intervenir. Mais par contre, ils doivent le faire, non pas par des vieilles méthodes d'autrefois, mais en tenant compte des dynamiques du réseau.
qui fonctionnent pas de la même façon que les entreprises situées dans un lieu déterminé. Oui, quels sont les autres peut-être défis liés aux mutations numériques? On parle de métadonnées, d'informations recueillies donc chez les utilisateurs, l'avenir des médias traditionnels, aussi le sous-financement chronique des médias écrits, le principe de découvrabilité. Monsieur Tchewali, c'est quoi ce principe-là de découvrabilité? Alors, effectivement, la découvrabilité constitue un enjeu important parmi les enjeux à surveiller, surtout dans le processus de révision et d'adaptation de nos lois dans l'univers numérique. Découvrabilité ici s'entendant comme le principe par lequel un contenu se laisse découvrir justement dans les nouveaux environnements numériques, que ce soit par le fait de métadonnées, que ce soit par le fait d'algorithmes, et par tout autre type de levier ou d'instruments qui justement visent à mettre en avant des contenus dans un ensemble de contenus, de catalogues, etc. Et là où la découvrabilité constitue un enjeu très important ou crucial, voire crucial, pour des contenus francophones qui, il faut le dire, dans l'environnement du web sont en situation minoritaire, c'est justement de pouvoir s'assurer, non pas qu'il y ait un équilibre des flux ou un rééquilibre de l'offre, je veux dire, francophone versus anglophone par exemple, c'est pas de cela qu'il s'agit, mais c'est de s'assurer que ce type de contenu puisse se rendre jusqu'aux utilisateurs ou aux consommateurs qui souhaiteraient pouvoir les découvrir et y accéder. Parce que le problème qui se pose, c'est que on a des barrières à la découvrabilité, des obstacles à la découvrabilité qui peuvent être liés à des logiques éditoriales de plateformes ou autres, qui font en sorte que justement les contenus se retrouvent, certains contenus en tout cas, qui sont pas des produits vedettes, qui ne répondent pas aux canaux ou aux impératifs commerciaux de rentabilité, ne sont pas mis en avant, sont en fond de catalogue et autrement ne seraient jamais découverts justement par des gens qui souhaiteraient vraiment découvrir quelque chose de nouveau. Merci beaucoup. On était en compagnie de Pierre Trudel, professeur titulaire au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Les chroniqueurs, vous pouvez le lire dans Le Devoir. Et Destiny Tchewali, le directeur de l'Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique, président de la Société Internet du Québec et aussi professeur de communication internationale, mais lui à l'UQAM. Merci beaucoup. Merci à vous, Isabelle. Merci à vous. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute. Bonjour, je suis Jean-François Masson, professeur de chimie à l'Université de Montréal et également cofondateur de la compagnie Affinité Instruments. Cette année, 2019, sera l'année internationale du tableau périodique. Donc, ça marque un anniversaire important, soit celui que Mendeleïev a publié la première version de son tableau périodique, il y a exactement 150 ans, en 1869. Sa version suivait une série d'essais pour classer les éléments selon leurs propriétés, masse atomique et autres, depuis la fin du 18e siècle. Donc, depuis quelques 250 ans, nous avons tenté, les scientifiques, de pouvoir classer les éléments pour bien comprendre leurs propriétés, mais aussi pour avoir une certaine rigueur dans leur classement. Donc, dans les quelques mois qui ont suivi la présentation du tableau périodique de Mendeleïev, l'auteur Mayer a aussi présenté un tableau pratiquement identique, mais sa version étant publiée en 1970, celle de Mendeleïev a survécu au test du temps. Donc, ils ont arrivé à peu près à la même conclusion de façon indépendante, sans connaître les travaux de l'un de l'autre. Lors de la première publication du tableau périodique de Mendeleïev, environ la moitié des éléments étaient connus. Le tableau était donc incomplet. L'innovation ou le génie de Mendeleïev, c'est qu'il a constaté que les éléments, les propriétés des éléments du tableau périodique étaient répétitifs, donc périodiques. Il a supposé avec justesse à cette époque que certains éléments devaient exister, qui avaient soit des masses entre ceux déjà connus et avec des propriétés qui étaient analogues à ceux de certaines familles d'éléments déjà connus. Il a donc prédit l'existence de certains éléments avant qu'ils soient découverts et ils ont été découverts dans les années qui ont suivi. Outre les éléments relativement abondants connus depuis l'Antiquité, par exemple comme les métaux, on peut penser à l'or, le cuivre, le fer, l'étude des gaz a permis de découvrir l'oxygène, l'azote, parmi d'autres, vers la fin du 18e siècle. Ensuite,
d'autres éléments ont été découverts et ça a suivi certaines innovations technologiques qui ont été marquantes dans l'histoire de notre humanité récente. Donc, par exemple, la découverte de l'électricité, tôt au 19e siècle, a ensuite permis l'électrolyse, soit la formation d'un métal solide à partir d'une solution du sel de métal et d'électricité. Donc, celle-ci a permis la découverte de métaux à partir de cristaux et de minerais qui étaient connus déjà. Donc, on a pu identifier certains éléments, donc les éléments chimiques à l'origine de certains des cristaux et des minerais que nous utilisions déjà à cette époque. Ensuite, la spectroscopie, c'est soit l'analyse de l'absorption ou de l'émission de lumière par les métaux ou d'autres éléments. Ensuite, contribué à la découverte autour de la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle de nombreux métaux et gaz. Les éléments les plus lourds ont ensuite été découverts vers la fin du 18e siècle et au début du 19e. Certains ont été synthétisés en laboratoire, donc ils n'existent pas dans la croûte terrestre. Donc, on ne peut pas les trouver facilement sur la Terre. Donc, il faut les fabriquer en laboratoire. Ils sont souvent formés par la collision d'un faisceau atomique sur une cible de métal, soit la fusion nucléaire. Cette façon de procéder permet de créer des collisions menant à la formation d'un nouvel atome qui est souvent radioactif. Donc, les nouveaux éléments que nous synthétisons présentement sont relativement instables. C'est ainsi que les derniers éléments ont été découverts. Donc, il y a présentement 118 éléments officiellement reconnus par l'UICPA, qui est l'organisme supervisant la nomenclature et la reconnaissance des éléments chimiques. Donc, les chercheurs japonais ont annoncé en décembre 2017 qu'ils ont amorcé la quête de synthèse des prochains éléments. Donc, c'est une histoire à suivre. Donc, le tableau périodique est en constante évolution car il y a de nouveaux éléments qui sont synthétisés encore aujourd'hui. Cependant, ces éléments devraient être relativement longs et compliqués à synthétiser, donc on ne doit pas s'attendre à des changements significatifs dans les prochains mois définitivement ou dans les prochaines années, mais c'est une quête qui est en cours et nous tentons toujours, en tant que scientifiques, d'essayer de trouver de nouveaux éléments et des propriétés qui seraient intéressantes pour l'humanité. Donc, je vous remercie beaucoup et donc à la prochaine. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission. Nous avons des rediffusions durant toute la semaine sur Radio VM. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Allez, je vous redonne le lien, c'est sciencepresse.qc.ca. Et si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. De candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy, en ses résultats et avec son accent chinois